Les drones, ces nouveaux engins volants révolutionnaires sont en train de transformer la société et notre façon de travailler. On parle aujourd'hui d'une nouvelle ère, car plus un secteur professionnel n'est épargné. Le drone va faire partie de notre métier, va rentrer dans les mœurs. Pour moi, c'est une révolution. La France est considérée comme le pays le plus avancé au monde dans l'utilisation des drones. La sécurité, la recherche, l'étude de notre patrimoine, l'environnement, la protection des animaux. Aujourd'hui, tout le monde veut son drone. Ah, le drone est là, ouais. Ils sont pas du tout effrayés par le drone, non. Dans l'univers agricole, le drone est en passe de devenir indispensable. Certaines personnes qui nous disent « oui, mais dans le temps, on faisait comme ça, dans le temps, on faisait comme ça ». Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus cultiver comme dans le temps. Les métiers les plus inattendus, comme dans les carrières de pierre, se métamorphosent. Là, j'en ai pour 5 minutes et je le fais décoller. Là, on apporte vraiment la révolution numérique. Le vecteur de croissance le plus fort pour ces machines volantes, c'est la sécurité. La France est le premier pays au monde à sauver des baigneurs de noyade grâce aux drones. Victime en vue. La recherche investit sans cesse dans ces nouvelles technologies. Avec des engins volants, on peut désormais prévoir l'itinéraire que vont prendre les blocs de rochers qui se décrochent des falaises et qui menacent les villages au-dessous. Les zones à risque sont aujourd'hui sous surveillance grâce à ces concentrés de technologie. Il est impossible d'envoyer des gens prospecter l'intérieur de la zone en glissement. Et l'avantage du drone, c'est qu'on peut envoyer le drone exactement à l'endroit qui nous intéresse. Les drones, plongés dans la révolution de ces nouvelles machines qui vont transformer la société comme jamais auparavant. Il y a peu de temps encore, quand on évoquait les drones, on pensait tout de suite à cela. Les drones militaires. Des engins volants pilotés à distance, à plusieurs milliers de kilomètres de leur objectif, capables de voir sans être vus, armés de missiles et impitoyables tueurs d'hommes. Les drones, parfaits engins pour effectuer les fameuses frappes chirurgicales. Mais depuis quelque temps, quand on parle des drones, on pense aussi à ceux-là, ceux qui sillonnent le ciel de nos villes et campagnes. Avec eux, pas de missiles ou de tirs à distance. Ces drones sont pacifiques, au service de l'homme. Les drones du monde civil se divisent en deux catégories. Les plus répandus sont ceux qui adoptent le style d'un hélicoptère. Pour faire du vol en stationnaire sur un petit périmètre, c'est lui qui va s'imposer. Avec ce genre de drone, on peut se rapprocher de certains édifices à quelques centimètres. Pour prendre des photos sous toutes les coutures d'un bâtiment ou même rentrer à l'intérieur, cette machine est d'une redoutable efficacité. Et plus il compte d'hélices, plus il est puissant, stable dans les airs et capable de résister aux secousses des rafales de vent. Mais si la mission demande de faire des dizaines de kilomètres et de voler à une altitude élevée, de jour comme de nuit, parfois de façon entièrement automatisée, alors c'est l'avion miniature qui prend le relais. À chaque mission correspond un type de drone doté de capacités spécifiques. Sur les côtes landaises, en plein mois d'août,
La plage de Messanges ressemble à toutes les autres, avec ses surfeurs, ses rouleaux caractéristiques de l'océan Atlantique. Il y a bien sûr ses maîtres nageurs, mais ici, il y a un nouveau venu que personne n'a remarqué. Seul son ombre trahit sa présence. À quelques dizaines de mètres du sable, le drone Helper, un drone de surveillance et de sauvetage. C'est une première mondiale. J'ai un doute sur la personne qui nage vers les surfeurs là. Est-ce que tu peux te mettre dessus dans la zone pour voir s'il a des palmes ou pas? Ok, celui qui nage. Oui, celui qui est dans la zone surfeur là. J'y vais. Marine Bourdois est nageur sauveteur. Avec Gérald, l'un des inventeurs du drone de plage, elle apprend toutes les applications que la machine peut lui offrir en tant que secouriste. Il rejoint les 2 surfeurs. Envoyé en mission, muni d'une caméra installée sous son ventre, le drone va pouvoir en temps réel lui apporter toutes les informations dont elle a besoin pour assurer sa surveillance. Comme pour cet homme en danger, en plein milieu d'un groupe de surfeurs. Il n'y a pas de panne. Ok, donc je vais rester au-dessus de lui Ouais. pour qu'il comprenne qu'on l'a pris en charge. En bas d'en haut, Ouais, transmet. il y a un bodyboarder non palmé au milieu des surfeurs au nord de vous. On l'a visualisé au drone. Il est en plein milieu de la zone surfeur et il va falloir le sortir de l'eau. Ok, bien reçu. Vous avez envoyé le drone alors? Oui, il est dessus. Le drone de plage, habillé de rose pour être reconnu le plus rapidement possible en plein soleil, est une invention française. Invention aux multiples facettes, car il ne fait pas que de la surveillance. Il est doté d'un dispositif de secours qui va être testé pour la première fois par les nageurs sauveteurs de Messanges. Mais avant un premier test, les jeunes créateurs de cet équipement se doivent de former un personnel loin d'être familier avec les aéronefs. Et pour commencer, leur interrogation concerne la stabilité de l'appareil avec les rafales de vent, ici en bord de mer. Vas-y, je te laisse t'approcher, Marine, si tu veux. Donc on va faire comme s'il se prenait une rafale de côté. Si tu peux le relever un tout petit peu, on va le pousser. Tu vois, le drone, même en le poussant, il revient stable, sachant que là aujourd'hui, le pilote, il touche pas la manette. Donc on fait rien, le drone, il va compenser tout seul et revenir. Donc même en mer, en cas de grosses conditions, le drone, il bougera pas, il restera stable. Autre avantage de cette machine très sophistiquée, elle peut se rendre au-dessus d'un baigneur en détresse 2 fois plus vite qu'un sauveteur et lui larguer une bouée. En fait, on a une bouée qui est roulée sous le drone, qui est maintenue par un système de sangle. Et ce qui se passe, c'est que quand le pilote choisit de larguer la bouée, elle tombe dans l'eau et au contact de l'eau, elle se gonfle automatiquement. Nous, on déclenche que le largage, le déposage, en fait, nous on préfère le terme déposer. On dépose la bouée à côté de la victime. Dès qu'elle touche l'eau, elle se gonfle automatiquement. Il y a une cartouche de gaz qui se déclenche et elle se gonfle, elle prend cette forme-là. Et en se gonflant automatiquement, après, on a une bouée qui est assez rigide, qui peut porter jusqu'à 150 kg. Et donc la personne a juste à la prendre, elle se stabilise dessus et elle attend simplement les sauveteurs. Pour se rendre compte de l'efficacité du drone, Marine va jouer elle-même la victime. Avec un jet ski, elle va se rendre à une centaine de mètres au large. Dans les Landes, le phénomène des baïnes, ces courants d'eau extrêmement puissants, emportent même les nageurs les plus expérimentés. Elles enlèvent leurs victimes à plusieurs centaines de mètres du rivage. On s'épuise à revenir sur la plage, le cœur s'emballe et c'est la noyade assurée. Certaines années, on compte plus d'une trentaine de morts sur la côte aquitaine. Moins de 20 secondes sont nécessaires pour arriver sur place avec un drone. Un sauveteur mettrait plus d'1 minute.
Donc là, le drone, en fait, son but, c'est de rester au-dessus de la victime pour guider les sauveteurs qui sont en train d'arriver. Et comme ça, ils ont justement le drone juste au-dessus de la victime. Ça leur fait un point de mire aussi. La rapidité de l'intervention fait que, ouais, on voit qu'on nous a vus en fait. On comprend peut-être pas trop au début ce qui arrive, mais on voit au moins qu'on nous a vus. Et comme on est seul, qu'on est loin, qu'on voit personne, le fait d'avoir une bouée et de voir quelque chose qui arrive sur nous, c'est vrai que c'est rassurant. Le drone de plage fait son apparition aujourd'hui sur d'autres stations balnéaires, comme à Biscarrosse, à quelques kilomètres de là. Dans un avenir proche, on formera les sauveteurs au bouche à bouche, autant qu'au pilotage de drone. À une quarantaine de kilomètres de Messanges, ici aussi les drones viennent au secours des hommes, mais dans un domaine bien différent que personne n'aurait imaginé. Étienne Roumayac est un tueur à gages d'un genre un peu particulier. Aujourd'hui, il va rendre service à ses amis apiculteurs en recherchant des nids de frelons asiatiques dans les arbres avec son drone équipé d'une caméra. Son challenge est loin d'être évident. Les nids sont à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et c'est avec son drone qu'il va pouvoir se faufiler entre les branches et débusquer les nids. Car le frelon asiatique fait un massacre dans les ruches depuis son apparition en France. C'est le cas chez Stéphane. Ses abeilles se font tuer une par une. Ah oui, il se met devant, il fait du stabulaire, là, il attend qu'une abeille rentre ou sorte. En général, c'est celles qui arrivent. Elles sont un peu fatiguées par le vol et pleines de miel, donc paf, il la prend au vol, il se pose là. Il la mange tranquillement, enfin, pas grand chose, il coupe la tête, le corps, je crois. Il mange que l'abdomen, il mange pas grand chose, ouais, que le thorax, il mange vraiment pas grand chose. Donc, pas pour longtemps. Faut inventer des belles choses pour détruire cette race de frelons, hein, parce que... La détruire, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Jamais? Non. Par contre, la contrôler, oui. On arrive à faire baisser l'intensité. Étienne est désinsectiseur depuis 4 ans. Et le travail ne manque pas. Il peut détruire jusqu'à 20 nids par jour. Encore faut-il les trouver. Dans un premier temps, son drone lui sert à les dénicher. Avec une caméra embarquée, Étienne peut s'approcher au plus près, parfois à plus de 20 mètres de hauteur. Faut avoir l'œil, ouais. Ouais, parce que là, au milieu... S'ils sont en périphérie, ça va, mais... Ouais, s'ils sont au milieu de l'arbre, bien... Au milieu de l'arbre, on les verra pas. Et après, il faut aussi une certaine luminosité. Le drone d'Étienne est en fibre de carbone. Il pèse moins de 3 kilos, ce qui permet aux batteries de le maintenir en vol une bonne vingtaine de minutes. Étienne vient de trouver un nid, mais celui-ci semble abandonné. Il date de la dernière et c'est un problème. En fait, on le reconnaît bien, il est abîmé, il n'est plus en activité. Donc on cherche vraiment que des nids actifs. On cherche aucun nid de la dernière, ça ne nous intéresse pas. Cette fois-ci, Étienne n'a pas réussi à trouver le nid. Celui-ci peut se trouver à plusieurs centaines de mètres des ruches. Il lui faudra donc revenir. Mais parfois, la base des frelons asiatiques est à quelques pas des habitations. C'est le cas d'un particulier chez qui Étienne se rend à présent. Le nid est à plus de 25 mètres de hauteur.
Donc c'est assez pratique, c'est très facile à mettre en route. Pour le drone, j'utilise des bombes en biocide, c'est-à-dire que c'est des très grosses bombes avec un produit qui n'est pas du tout commercialisable. Il faut un certificat pour l'avoir, etc., etc. Et donc on va brancher tout ça, et après c'est tout bête, hein, c'est un système de pression qui appuie sur la bombe, et comme c'est des bombes qui projettent à environ 6-8 mètres, on n'a même pas besoin de s'approcher. La base de ce drone provient du géant mondial du secteur, une société chinoise qui a fait fortune en vendant des drones au grand public. En théorie, un enfant de 10 ans pourrait s'en servir sans aucun problème. Donc là, en fait, je suis en train de me prendre la bonne altitude. Je me repère de l'arbre. Donc là, j'ai le nid en visée, juste là, au centre de l'écran. D'accord? Donc là, je vais me rapprocher encore. On peut voir que là, les frelons ne bougent pas du tout. Là, j'ai une branche qui est juste devant, donc c'est un petit peu gênant. Je vais remonter un tout petit peu. Vous voyez, là, on voit bien le nid, là. Vous voyez, là, je suis à quelques centimètres des branches. Et donc là, je vais pouvoir valider le lancement du produit. La propulsion du gaz est déclenchée depuis une deuxième télécommande. Je vais m'avancer. Le produit est parfaitement invisible. Donc en fait, on voit quasiment pas le traitement. Alors là, maintenant, il faut faire un petit peu attention parce que les frelons ont quand même tendance à descendre. Et bon, ça tombe. Hein. Donc quand ça tombe, ça pique, quoi. Voilà. Donc là, on va se reculer maintenant, gentiment, tout doucement. L'insecticide est en train de tuer tous les frelons à l'intérieur du nid. Mais son action ne s'arrête pas là. Il va imprégner toutes les parois du nid durant 24 heures. Ainsi, tous les frelons asiatiques qui sont dans la nature et qui vont y revenir au cours de la journée seront eux aussi contaminés. Et voilà. Hop. Moins de 5 minutes pour installer et lancer le drone. 10 secondes de pulvérisation. Étienne peut enchaîner ainsi les prestations toute la journée. Une nécessité car il existe des milliers de nids dans tout le sud de la France. Les frelons tueurs n'avaient sans doute pas prévu que les drones se dresseraient sur leur chemin. Le bras de fer ne fait que commencer. Au fil des années, les drones sont devenus de précieux alliés dans le domaine de la recherche et tout particulièrement de la connaissance des milieux naturels. Qu'ils soient utilisés à quelques dizaines de mètres du sol, sous forme de petits hélicoptères, ou à des hauteurs beaucoup plus conséquentes, à la frontière de l'aviation. Le drone est aujourd'hui capable d'aller n'importe où. Un outil exceptionnel quand il s'agit de travailler dans des contrées où la nature fait encore la loi. À quelques kilomètres de Grenoble, l'IRSTEA, l'Institut national de recherche sur l'environnement et l'agriculture. Ces scientifiques travaillent depuis de nombreuses années avec des engins volants. Ils sont devenus indispensables à leur quotidien. On est entre 8 et 13 km/h au sol. Laurent Bornier est ingénieur. Avec son équipe, il a pour mission de faire voler son drone afin de faire l'état des lieux de ces milliers de tonnes de roches. Instable, elle semble prête à s'écraser en contrebas, là où les hommes se sont installés. Et l'apport du drone grâce aux hommes de l'IRSTEA constitue une précieuse mine d'informations. Car des falaises qui connaissent un décrochement, c'est un phénomène très fréquent. Tous les jours, dans le monde entier, des milliers de tonnes se détachent des parois, provoquant parfois de réelles catastrophes. Là aussi, les observations des drones vont apporter des informations indispensables. En France, un des exemples marquants de ces effondrements de falaises, c'est cette route
reliant les villes de Grenoble et de Briançon. Elle est interdite à la circulation depuis 2015. On comprend aisément pourquoi cette route est fermée. Parce que les blocs sont quand même de taille qui commence à être respectable. Et que c'est extrêmement difficile de savoir quand et où ils vont tomber. D'autant que 100 mètres plus loin, il y a un glissement vraiment gigantesque qui, lui, recouvre entièrement la route. L'éboulement d'une partie de la falaise est impressionnant. On imagine difficilement qu'il y avait une route sous ces milliers de tonnes de pierres et de roches. Ici passaient quotidiennement des centaines de voitures. Le drame a été évité de justesse. Là, on voit les anciens grillages par bloc qui sont complètement rouillés, donc qui datent d'une bonne quinzaine d'années, qui ne servent plus à grand chose. Et quand on voit la taille des blocs, effectivement, on peut se poser la question de leur utilité. En tout cas, actuellement, effectivement, ça ne sert plus à grand chose. La chute des rochers et leurs études, Laurent Bornier y travaille au quotidien avec ses drones. Son petit hélicoptère de poche va ainsi prendre de nombreuses photos du parcours des blocs lorsqu'ils dévalent de cette falaise. Des monstres de plusieurs dizaines de tonnes que rien ne peut arrêter lorsqu'ils prennent de la vitesse et qu'ils foncent droit sur ce village à quelques centaines de mètres. Pour avoir une idée un petit peu de la taille de ce bloc, voilà. Je pense qu'il doit faire entre 40 et 50 mètres cubes. Sur la trajectoire de 200 mètres, il va abattre, je sais pas, une cinquantaine d'arbres sur sa trajectoire. Ouais, c'est bien ça. T'as 2 mètres secondes. Sur la gauche de l'image, on voit clairement le chemin des roches. C'est par ce passage que les blocs dévalent en contrebas. Grâce au drone, on va mesurer le risque de récidive. Cette zone qui est plus claire, là, en fait, sous la lisière de la forêt. Et donc tout a été arraché et passé derrière cette croupe, là. Et donc a eu une trajectoire assez linéaire par là. Et ensuite, quand c'est arrivé sur la pelouse, sur la prairie, ici, en fait, les blocs se sont répartis sur le cône de déjection en partant un peu dans toutes les directions. Par là-bas, au centre de la prairie et ici. La parade de Laurent et de ses équipes, c'est la végétation. Les arbres, ce sont eux les meilleurs remparts qui peuvent stopper les monstres de pierre. Le drone permet également de cibler les zones où l'on doit planter autant de végétaux que possible pour freiner la course des roches vers la vallée. Sans les arbres plantés grâce aux indications de l'IRSTEA, les blocs iraient s'écraser sans difficulté contre les habitations situées à quelques centaines de mètres. Une parade efficace, écologique et durable. Laurent Bornier procède lui-même à des tests grandeur nature de l'efficacité des arbres contre la chute des blocs de pierre. Il fait lancer des rochers pour étudier leur impact. On voit ici que même s'ils ne s'arrêtent pas, ils sont largement freinés dans leur course. À un degré moindre, les arbres couchés constitueront eux aussi une barrière naturelle face aux blocs de pierre. Avant l'ère du drone, il était difficile de comprendre le cheminement des rochers. L'apparition des petits engins volants a révolutionné ces recherches. Et surtout la prévention des risques naturels qui peuvent toucher également des installations sensibles. C'est le cas de cette centrale électrique installée en contrebas. Un seul de ces blocs peut l'anéantir à lui seul. De plus, le bâtiment fonctionne grâce à un cours d'eau. Et c'est le lit de la rivière sur plusieurs centaines de mètres que l'appareil va également passer au crible. L'avantage du drone, c'est que en 10 minutes de vol ou en 1 heure de vol en une journée, on arrive à couvrir chaque petite parcelle du torrent et avoir une vision vraiment complète et continue de tout l'espace du torrent. Ce drone est un prototype développé spécialement pour l'IRSTEA, avec des capteurs spécifiques installés. On est très loin des millions de drones fabriqués à la chaîne vendus chaque année dans les rayons des grandes surfaces.
Ici, c'est encore du sur-mesure. Les batteries, on les avance un petit peu parce qu'il y a le contrepoids en fait, de la nacelle, mais aussi du parachute. Et il faut que ça soit parfaitement équilibré au décollage. Donc là, il manque encore un chouïa. Voilà, très bien. Alors ça n'est pas un bricolage maison, on n'a pas le droit. C'est effectivement une version prototype qu'on a demandé donc, à une entreprise aux alentours de Grenoble, sur la base d'un hexacoptère donc, relativement classique. En fait, les bras ont été étendus, ils ont mis des moteurs un petit peu plus puissants, même beaucoup plus puissants. Donc c'est un appareil qui est assez fiable et qui peut emporter une charge jusqu'à 4 kg, 4 kg et demi en fait sur la nacelle. En France, pour faire voler un drone d'un poids aussi important, il est obligatoire de demander une autorisation à la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC. L'appareil doit être recensé dans leur service, obtenir un certificat de conformité, puis on doit spécifier la date et le lieu du vol, sans jamais avoir la certitude, même pour Laurent et ses équipes, d'obtenir une autorisation. Mais faire décoller son drone pour son propre plaisir, sans une utilisation professionnelle, c'est une pratique tout aussi encadrée. La loi interdit de survoler du public, des maisons ou des immeubles, ce qui rend son utilisation normalement impossible en pleine ville. Même dans les campagnes, au-dessus des champs agricoles ou à quelques mètres des routes et des voitures, l'interdiction est totale. Être à côté des zones sensibles comme les aéroports est aussi fortement sanctionné. Les propriétaires de drones s'exposent à de très lourdes amendes, plusieurs dizaines de milliers d'euros en cas d'infraction, voire à des peines de prison. La multiplication des engins volants dans le ciel par le grand public inquiète fortement les autorités. Les accidents de drones se multiplient un peu partout dans le monde, avec l'apparition des premiers décès suite à des chutes de drones. Et la triste actualité liée aux attentats en France va encore durcir la législation. Le drone de Laurent peut démarrer sa mission. Installé sous son moteur, un capteur fait un relevé de plusieurs dizaines de millions de points. Ils vont permettre de recréer une carte en 3 dimensions de la rivière. Les ingénieurs peuvent ainsi se rendre compte de l'accumulation des sédiments à certains endroits ou bien des roches tombées des falaises. Elles modifient le débit de l'eau et peuvent menacer la centrale. Une rivière dont le débit est obstrué au cours des années va entraîner un ralentissement du fonctionnement de la centrale électrique. Le drone va également repérer les rochers qui sont poussés vers le barrage par le courant. Les techniciens d'EDF vont pouvoir engager des travaux pour assainir le lit de la rivière. Ce que les géomètres mettaient des journées entières à réaliser, le drone le fait ici en moins de 30 minutes. Mais parfois, la machine n'est pas là pour anticiper les catastrophes. Le drone est alors utilisé pour en mesurer les conséquences. La semaine suivante, au centre de recherche de l'IRSTEA de Grenoble. Alors... Frédéric Berger est chercheur en gestion forestière. Il vient de recevoir de nouvelles photos de son équipe drone. Elles proviennent d'un site à quelques kilomètres de Grenoble. Il s'agit d'un gigantesque glissement de terrain que rien ne semble pouvoir arrêter. Un glissement de terrain de cette ampleur-là, la végétation forestière, parce que la totalité du versant était boisée, malheureusement ne peut pas grand-chose contre ce genre de phénomène, parce que c'est à peu près une épaisseur de 10 mètres de matériau qui se met en mouvement. Donc la forêt ne fait que malheureusement accompagner le mouvement. Pour étudier ce phénomène dévastateur, il est trop dangereux d'envoyer des hommes. Le drone est alors tout désigné. C'est un peu comme si on se déplaçait sur un glacier, au milieu de crevasses. Voilà, donc il y en a qui sont visibles, il y en a qui ne le sont pas. Donc à ce titre-là, un problème pour circuler sur le terrain. Il faut savoir que le moteur d'un glissement, c'est l'eau. Donc on est sur un terrain qui est gorgé d'eau. L'avantage du drone, c'est qu'on peut envoyer le drone exactement à l'endroit qui nous intéresse. Le glissement de terrain est impressionnant. Il est totalement hors de contrôle. Impossible d'agir pour le stopper ou le canaliser.
Frédéric Berger s'en va retrouver son collègue Laurent Bornier. Leur drone va servir ici à analyser la vitesse et la trajectoire définitive de ces millions de mètres cubes de terre en mouvement et savoir s'ils vont menacer ou non les habitations situées un peu plus loin. Si le glissement part à droite, ce sont les maisons qui sont en danger. S'il va à gauche, c'est la route menant au village qui est condamnée. L'hexacoptère avec ses 6 hélices au lieu des 4 traditionnelles est parfait pour cette mission. Des hélices exceptionnelles qui ne sont pas en plastique comme d'habitude mais en bois. Une innovation qui permet un pilotage millimétré de l'appareil et une stabilité indispensable pour résister aux courants d'altitude. Sa structure est entièrement composée de fibres de carbone, un matériau très léger, reconnu pour sa résistance au choc. Le drone de Frédéric va prendre de multiples photos sur toute l'étendue du glissement. Il va surtout se rendre au-dessus de zones où il est impossible d'envoyer des techniciens. Le risque est trop élevé. Le drone en est le premier témoin. Il capture des vidéos et des photos d'une forêt qualifiée de totalement ivre. Les arbres sont penchés dans tous les sens. Il n'y a plus aucune verticalité. La précision des images révélera une avancée de 2,25 m par jour. Une telle vitesse de progression est rarissime. C'est bien boueux, on sent que le versant est en train d'évacuer l'eau qu'il a stockée, mais c'est impressionnant. Donc à partir de là, maintenant on fait attention où on met les pieds. Et c'est bien boueux. Vendredi dernier, on l'entendait craquer, c'était impressionnant. Oh là! Ah oui, non, c'est tout parti derrière. Ah oui, c'est tout parti. Tout le paquet qui était derrière la grange a glissé en direction de la grange. Et puis là, surtout, on ne voyait rien. C'était qu'un écran forestier. Maintenant, on voit bien au travers. C'est impressionnant de voir la vitesse à laquelle le paysage évolue. Ça, c'est le drone. C'est le drone, voilà. Donc ça y est, le drone est lancé. Laurent et Frédéric font partie de ces nombreux chercheurs qui ne jurent plus que par ces engins volants et leurs formidables performances. Leur prochain défi, installer un radar lidar sous un drone. C'est un des radars les plus sophistiqués au monde et aussi l'un des plus coûteux, plus de 200 000 € sous un drone. Mais avec un tel dispositif, la précision des relevés topographiques serait sans commune mesure avec les données collectées aujourd'hui. L'environnement est un enjeu majeur dans notre société et tout le monde s'y met. Comme ici, en Bretagne, du côté du Guilvinec. Cécile Giquel va se servir d'un drone pour la première fois ce matin. Oui, David, c'est Cécile, on s'apprête à embarquer là. Donc on est au complet, donc le drone démarre à 12h10 normalement. Okay. Cécile est chargée de mission pour les aires marines protégées. Avec son équipe, elle va partir en mer afin de compter le nombre de phoques vivants sur les étoques, un petit archipel rocheux. Une information capitale pour établir un programme de protection efficace. Et si elle va recenser les spécimens depuis son bateau, Cécile compte bien sur la technologie drone pour affiner ses observations. Si vous voulez. Si, on les mène. On a les conditions vraiment idéales pour partir en mer, pour aller faire le comptage. J'espère juste que du coup, il ne va pas y avoir trop de brume et puis peut-être pas trop de monde non plus sur le site parce que du coup, il pourrait éventuellement mettre les phoques à l'eau. Mais là, ça s'annonce très bien. On va peut-être battre un petit record, je sais pas, on va voir. Pourquoi ? Pour cette mission qu'elle effectue tous les ans, Cécile va pour la première fois être accompagnée d'un drone qui, lui, va faire des relevés depuis le ciel au même moment. Il sera piloté depuis la terre ferme. Les étoques sont situées à moins de 3 km de Guilvinec. Tu vois, c'est le petit archipel là, qui est juste en face, sur lequel on va. Donc on est vraiment pas loin du continent. Il y a parfois une couleur qui se confond vraiment avec le substrat.
rocheux avec les algues, etc. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir justement est-ce qu'on arrive à détecter la masse du phoque sur son reposoir. Et ça, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, quoi. Le drone qui a été lancé est une sorte de petit planeur. Son altitude est fixée à plus de 100 mètres de hauteur. Tout autour de lui, les hélicoptères ou les avions sont prévenus de sa présence par la tour de contrôle. Là aussi, la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a donné son feu vert pour l'expédition. Il prend vraiment des photos d'ensemble, des images d'ensemble. Donc là, il nous fait la photo classique de l'infrarouge, ce qui devrait nous permettre de voir les silhouettes des phoques, et en même temps de la vidéo. Là, il fait les trois en même temps. Ah, le drone est là, ouais, super. Le drone se fait aussi discret que possible en volant très haut. Il peut ainsi enchaîner des milliers de photos pendant plusieurs kilomètres sans effrayer les animaux sur leurs rochers. À cette altitude, personne ne soupçonne sa présence. Les phoques n'auront pas levé la tête une seule fois. Ouais, on l'a en visuel là, on l'a vu passer, voilà. Et les phoques sont bien là. Enfin, il y en a deux, on en a déjà compté deux pour l'instant, mais voilà, deux petits, voilà, qui se confondent. Ah non, parce que vu la distance de vol, et là, on s'approche très très près des immatures. Là, ils disent rien du tout. Donc non, ils sont pas du tout effrayés par le drone, non, pas de souci. Alors celui-là, il est hyper camouflé, ce serait intéressant de voir si le drone l'a eu ou pas. Hein, parce que... Le capteur thermique situé sous le drone avion est l'un des éléments clés de la réussite de la mission. Associé à un appareil photo qui prend un cliché toutes les secondes, l'avion va recréer une véritable carte des étoques. C'est ici tout l'intérêt d'avoir un avion miniature. Un modèle à 4 ou 6 hélices n'aurait pas pu parcourir tout le périmètre aussi rapidement. Puis on a certainement plein sous l'eau en fait, qui dorment sous l'eau ou qui sont en activité de chasse sous l'eau quand on passe. Et donc très certainement que ce chiffre-là, il est largement sous-estimé, quoi. Mais après, de combien 2 heures en mer auront suffi pour réaliser un comptage des phoques. Mais celui-ci reste approximatif depuis le bateau. Avec l'utilisation de 2 drones qui se relaient, l'équipe à terre va pouvoir dans un premier temps regarder si les aéronefs ont pu détecter des animaux restés invisibles pour Cécile et son équipe. Avant de réaliser plus tard un traitement beaucoup plus précis de l'ensemble des images. C'est la toute première fois que les aires marines utilisent un drone pour ce genre d'opération. Personne ne sait encore si l'essai va s'avérer concluant. Grâce à un logiciel spécifique, les premiers phoques sont repérés. Encore faut-il avoir un œil exercé. Je pense que ça, c'en est un. Mais... On a fait, regardez, 70 minutes de vol. On a fait donc 3600 photos à peu près. Oh, ouais, le traitement derrière, c'est énorme, quoi. On voit bien, comme ça, en quelques clics, qu'on arrive déjà à trouver les phoques qui ont été observés sur zone. Et donc, avec tout le potentiel de traitement de données qui va être mis en œuvre par la suite, on va pouvoir aussi mettre en place des algorithmes automatisés. Et c'est ça qu'on recherche avec les drones. C'est à automatiser certaines tâches qui peuvent être rébarbatives, répétitives pour l'homme. La reconnaissance automatique, c'est le grand défi des prochaines années. Car si le drone fait gagner un temps considérable lors des missions et offre des informations complémentaires, le revers de la médaille, c'est le nombre de journées nécessaires qu'il faut actuellement pour différencier les phoques des simples rochers. Les résultats de cette grande première ne seront connus que dans plusieurs mois. Mais selon les prévisions, dans moins de 5 ans, un simple logiciel fera le travail en quelques minutes. Et la sortie en mer que ces spécialistes apprécient tant ne sera peut-être malheureusement plus qu'un lointain souvenir. Tout se fera depuis un simple ordinateur, dans un bureau, avec l'aide d'un drone automatique. Les enjeux économiques et technologiques de la révolution de ces drones automatiques touchent tous les domaines de notre société, avec des résultats déjà spectaculaires. L'extraction de la roche dans les carrières est l'un des plus vieux métiers au monde. Et depuis quelques années, les nouvelles technologies sont devenues essentielles pour exploiter au mieux ces gigantesques chantiers.
Ici, des milliers de tonnes de pierres et de sable sont extraites du sol pour servir à construire des routes, des ponts, des immeubles. Les informations fournies par les drones sont tout simplement incontournables. Ronan Fulpin est opérateur drone. Avant de démarrer sa mission, son objectif est de trouver une base qui lui offre une sécurité maximale. C'est un milieu qui est assez dangereux. Il y a des accidents tous les ans en carrière. Donc le gros avantage du drone, c'est que dans la majorité des cas, on essaye de se déployer à l'extérieur de la carrière, étant donné qu'on a une portée en France qui peut aller jusqu'à 1 km. Et grâce à ça, on ne gêne pas du tout l'activité, on n'est pas du tout présent sur le site. Et c'est ni dangereux pour nous, ni pour les ouvriers qui travaillent sur le site. Ronan se rend dans cette carrière située à 2 heures de Paris tous les mois. Son drone lui permet de faire un relevé au centimètre près du stock de pierres dans le chantier. On va décoller d'ici et le drone va se poser au niveau du remblai. Le drone employé est assemblé en quelques secondes, comme un jouet, une sorte de petit avion d'à peine 1 kilo. Il est fait entièrement en matériaux composites. Chaque gramme est important pour augmenter la durée de vol, etc. Ce petit drone va faire à lui seul ce que plusieurs géomètres effectuaient, et 10 fois plus vite. À l'abri des bulldozers et autres engins géants, Ronan va pouvoir lancer dans les airs son aile volante sans aucune piste de décollage. Donc là, je dois le lancer bien face au vent. Et c'est parti pour un vol. La trajectoire est déjà programmée dans le drone. Il va ainsi faire des va-et-vient et survoler l'ensemble de la carrière, sans jamais ralentir les manœuvres en cours au sol. Donc là, à partir du moment où mon travail consiste à la vérification et de la surveillance du vol, je vais contrôler rapidement les conditions météo en vol. Donc en temps réel, je vais pouvoir voir la vitesse et la direction du vent. C'est un point qui est important à contrôler. J'aurai aussi l'autonomie de la batterie. Donc ce drone est capable de voler entre 35 et 40 minutes. Donc là, au cours d'un vol de 35 minutes, on est capable de survoler 50 hectares, donc 50 terrains de foot, et il y aura environ 300 à 400 photos prises. Le drone va faire un état des lieux et donner l'information du nombre de tonnes de pierres extraites. Les relevés vont également indiquer à quel endroit sur le chantier il faut creuser. Un travail minutieux, essentiel pour les propriétaires de cette carrière, mais hautement dangereux quand les hommes le faisaient au sol, au milieu des camions et tractopelles. Les accidents sur ces sites se comptent en centaines chaque année. Le métier de géomètre est l'un des plus risqués au monde sur ce genre de chantier. Autre prouesse technologique, cette nouvelle génération de drones automatiques n'a pas besoin de pistes d'atterrissage, ni d'un sol plat. Les conditions sont pourtant extrêmes pour se poser ici. C'est ce genre de terre un peu glaise, bien compacte. Donc c'est quasiment comme de la pierre. Et donc là, le drone, après de multiples posées, il n'y a aucun problème. Il est en très bon état et peut effectuer un nouveau vol, multiplier les acquisitions à la journée. Le drone est d'une efficacité redoutable pour connaître l'évolution d'une carrière sans risquer la vie de l'homme. Mais son utilité ne s'arrête pas là. Les multiples données récoltées par ces capteurs, puis analysées à l'aide de puissants logiciels, vont offrir une foule d'informations sur le fonctionnement de la carrière. Le lendemain, Ronan le pilote rejoint la société pour laquelle il travaille. Une petite start-up en plein centre de Paris, fondée en 2013. Elle a véritablement révolutionné le fonctionnement des carrières. Grâce au drone, un logiciel a vu le jour. Il s'appelle Cardinal. C'est lui qui exploite de façon inédite toutes les données. Et là aussi, un des volets de la mission concerne la sécurité des hommes qui travaillent sur ces chantiers à haut risque. Benjamin Hugonnet en est l'un des co-inventeurs. Ce qu'on voit ici, c'est une photographie qui est issue des images qu'ont capté le drone. Donc là, je suis sur une portion d'une piste. Je vais pouvoir, simplement en cliquant sur l'outil de mesure, prendre
un outil de mesure de distance, mesurer une distance, là en l'occurrence en 2 dimensions. Et si je reclique, on va même avoir la possibilité d'avoir une information en 3D, c'est-à-dire qu'on va être capable de mesurer la pente de la piste, en l'occurrence une pente de 9,7%. Plus une pente est importante, plus les camions vont consommer d'essence lorsqu'elles vont emprunter cette piste. C'est également dangereux pour les opérateurs dans les machines de conduire les machines sur cette pente. En quelques clics, le propriétaire de la carrière va pouvoir connaître le nombre exact de mètres cubes de roches extraites. Il sera capable de prendre une décision sur les zones où le travail doit s'intensifier ou se réduire. Ici, des dizaines d'ingénieurs planchent sur le logiciel, toujours dans cette même optique, la sécurité. La dernière nouveauté concerne la circulation des camions, avec un balisage des routes sans défaut. On a au bord de la piste la totalité des blocs de sécurité qui sont en fait des sortes de glissières de sécurité pour éviter que la machine ne bascule en cas d'embardé ou d'erreur de l'opérateur. Grâce à Cardinal, on a la possibilité de s'assurer que ces blocs ont la bonne taille réglementaire. Et là, par exemple, je vois en vert tous les blocs qui sont conformes et les blocs en rouge qui ne sont pas à la bonne hauteur. Donc on est capable de nous assurer que les blocs de sécurité ont tous la bonne hauteur. Et lorsque ce n'est pas le cas, on va remplacer le bloc. Il y a en France 5000 carrières et plus de 25 000 en Europe. Ronan le pilote vient de partir en Roumanie avec son aile volante. Sa société vient d'y gagner un nouveau marché. Elle commence à s'implanter un peu partout dans le monde. La sécurité, c'est l'un des grands enjeux pour le développement des drones. Et aujourd'hui, un géant des transports s'est emparé de ces nouvelles technologies. C'est la SNCF. Chaque jour, 15 000 trains sillonnent la France avec 2 milliards de passagers par an. La qualité du réseau ferré est essentielle. Des voies mal entretenues et on court vite à la catastrophe. Nous sommes en Normandie, à quelques kilomètres de Rouen. Une équipe mandatée par la SNCF doit se rendre à proximité de voies qui peuvent poser problème. Pierre Serre et Jean-Jacques Léritz vont reconstituer avec leur drone un parcours en 3 dimensions. Le but, localiser des zones de fontis, des effondrements souterrains invisibles en surface, mais qui peuvent provoquer de vrais cratères sous les rails. C'est un risque majeur pour des trains qui passent ici à plus de 300 km/h. Ok, on y va. Ok. Durant 10 minutes, grâce à un capteur thermique, le drone va reconnaître tout type de problème souterrain et détecter ainsi les fontis. Ok, je lance le plan de vol. L'appareil va ainsi remplacer les hommes qui inspectaient directement le terrain sur les voies ferrées et qui risquaient leur vie. On est très légèrement décalé, on est rarement à la verticale. Et quand il y a un train, évidemment, on vole pas au-dessus d'un train ou en cas de risque. Par contre, le drone ne fait que 2 kg. Donc même en cas d'impact, il a été prévu justement que ça ne risque absolument rien au niveau du trafic ferroviaire. Mais il se disloque, hein, il est conçu pour se disloquer. L'appareil est donc prévu pour ne poser aucun problème aux différents trains en cas de chute. Un objet heurté à plus de 300 km/h peut s'avérer d'une gravité la plus totale. Impossible de prendre alors le moindre risque. Le drone a d'abord été élaboré dans cette optique de sécurité pour les voyageurs. Mais la véritable prouesse de ces concepteurs, c'est aussi d'avoir trouvé la solution pour que le drone ne soit pas perturbé par les champs électromagnétiques. Ici, il y a entre 25 et 50 000 volts. Un drone classique va perdre son orientation en quelques secondes pour s'écraser. Mais pas celui-ci. Le drone réalise des prises de vue composées de dizaines de millions de pixels. Après traitement des données, grâce à un logiciel spécifique, le rendu en 3 dimensions est bluffant. Il permet de visualiser tout type de problème, dans l'angle désiré. Le gain de connaissances par rapport à de simples photos est multiplié par 100. Et nous recherchons ce type de problématique qu'il y a sur la voie, c'est-à-dire le système de fontis. C'est ni plus ni moins ça.
Donc c'est des plateaux très calcaires et il y a des pluies acides qui font dissoudre le calcaire et à partir de là ils ont des remontées d'eau ou des descentes de mouvements de terrain. Dans le cas extrême, ça pourrait provoquer ni plus ni moins que le rail ne reposerait plus sur ses ballasts. Des rails qui se tordent ou s'enfoncent dans le sol. Pas besoin d'être un expert pour imaginer le pire des scénarios lorsque les trains sont lancés à pleine vitesse. Revers de la médaille, pour calculer des tracés aussi précisément, il faut des ordinateurs extrêmement puissants. Plusieurs jours sont ainsi nécessaires pour y arriver. Mais le résultat est stupéfiant. Un mois plus tard, nous retrouvons Pierre Serre. Il a un nouvel appareil avec lui. Un drone très perfectionné, capable de parcourir des dizaines de kilomètres seul et qui va lui servir à surveiller des voies ferrées où sévissent des voleurs de cuivre. C'est un avion qui se monte en kit avec une particularité, c'est que la batterie a été conçue pour ce type d'avion puisqu'elle est au centre des ailes, elle s'insère à l'intérieur. On va le voir juste après. Voilà, Jean-Jacques a la batterie. Ça peut évidemment s'apparenter à un jouet. Ce n'en est pas un, mais ça pourrait effectivement, comme ça, à prime abord, ressembler peut-être à un jouet. La particularité de cet appareil, c'est qu'il est prévu pour réaliser des scénarios S4, donc de dépasser le kilomètre. Il a besoin par contre d'autorisation spécifique pour pouvoir voler. Pour envoyer ce jouet à 35 000 € dans les airs, la SNCF a dû faire appel à un véritable pilote. C'est le cas de Pierre. Avant de faire voler des drones, Pierre était pilote dans l'aviation civile. Il a plusieurs années de pratique. Prévenir une tour de contrôle, remplir des formulaires d'aviation ou préparer un plan de vol, on est loin de l'improvisation. Surtout que cet appareil va survoler des habitations et croiser de vrais avions sur son chemin. C'est bon. C'est bon. Ouest. C'est bon. Ok, on va opérer. Go! Après un dernier essai, l'appareil va recharger ses batteries pour une mission d'un genre un peu particulier. De nuit cette fois. Peu après 22 h, nous retrouvons Pierre et Jean-Jacques dans leur fourgon. Ils ont envoyé leur drone pour une mission de surveillance unique en France. Nous sommes à quelques kilomètres d'un site où des vols de cuivre ont eu lieu. Le drone vole si haut qu'il est indétectable depuis le sol. Une caméra spéciale à vision nocturne envoie en direct les images dans le camion. Régulièrement, les personnes qui venaient effectuer ces vols étaient en équipe de 3, 4, 5 ou 6 personnes. Donc 4, 5 ou 6 personnes pour l'opérateur qui opère sur ce système, on ne peut pas passer à côté. Il est impossible qu'il passe entre les mailles du filet. Ça peut aller de 10 minutes à effectivement une présence de peut-être aux alentours d'une heure, rarement plus d'après ce qu'on a compris, parce qu'ils essayent d'aller quand même assez vite, mais ils sont très bien organisés. Il y a toujours un personnel de la sûreté qui intervient avec une équipe de 2, 3, 4, voire un petit peu plus de personnes au sol avec des véhicules équipés. Les vols de cuivre en France atteignent des sommets. Près de 30 millions d'euros sont ainsi volés chaque année à la SNCF. Entre le remplacement du cuivre et les centaines d'heures où les trains sont arrêtés, les coûts finissent par exploser. Je pense que la Direction générale de l'aviation civile en a pris conscience. Il va y avoir de plus en plus de drones au niveau national et international en vol, de jour. Peut-être un peu moins de nuit dans un premier temps, mais ça arrivera, c'est sûr. Et donc, il va falloir maintenant voir comment on intègre tout ce système drone dans l'espace aérien, parce que le trafic va devenir assez important. Le secteur de la sécurité des hommes et des biens est celui où le drone connaîtra sa plus forte expansion. Des drones le jour, la nuit, en position de vol durant des dizaines d'heures sans besoin de recharge. À des centaines de mètres pour observer en toute discrétion, ou bien à quelques mètres pour dissuader. La surveillance va franchir un palier avec l'avènement des drones du futur. Si une partie de la population peut s'en effrayer, d'autres y voient un réel progrès. En tout cas, son utilisation se généralise dans les lieux où l'on n'aurait jamais imaginé ce genre de situation.
drones au service de l'homme. C'est un duo que l'on retrouve dans un grand nombre de secteurs professionnels, comme ici en Normandie. Avec des milliers d'hectares de champs agricoles, la région a vu peu à peu apparaître des objets volants dans son ciel. Et le responsable se trouve sur la route, dans cette voiture. Victor Manchon est un jeune pilote de drone pour une société spécialisée dans le monde agricole. Une entreprise qui est en passe de devenir un leader mondial. Pour lui, l'apparition des drones se fait dans la logique d'un secteur en pleine évolution. L'agriculture archaïque, c'est fini. Aujourd'hui, on parle de guidage par GPS. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de GPS, on ne parlait pas de guidage, on pensait que ça n'allait jamais fonctionner. Aujourd'hui, on parle d'électronique embarquée dans les machines. Il y a 20 ans, il y avait juste un tableau de bord pour dire la vitesse. Maintenant, on a des multitudes d'informations qui permettent d'optimiser notre métier. Ce matin, Victor a rendez-vous avec un agriculteur. Il va faire décoller son drone pour analyser un champ et permettre ensuite au propriétaire de disperser son engrais, exactement là où sa terre en a besoin. Bonjour. Monsieur Pétel, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Pour Bertrand Pétel, c'est une grande première. Ce sont ses voisins, agriculteurs eux aussi, qui lui ont parlé des drones et de la révolution qu'ont apporté ces engins volants sur leur propre exploitation. Et les capteurs sont placés où sur votre drone? Alors, les capteurs sont situés en bas, en fait. Face au drone, Bertrand est sceptique. Voilà. Pour l'instant, c'est de la découverte, je ne peux pas trop vous dire. On verra plus tard, parce que là, vous voyez, c'est la première fois que je vois le vol, première fois que je vois un drone. Je suis même un peu surpris comment il va pouvoir délimiter le drone entre la parcelle et la route. Donc, je suis curieux de voir. Donc là, Bertrand, tu vois, le drone est localisé ici. Là, donc si on zoome bien, on voit la route qui passe, on voit le chemin sur lequel on est. Et toi, ta parcelle, c'est le grand carré blanc, en fait, c'est celui-ci. Ce n'est que la veille du rendez-vous que Victor a paramétré le vol du drone en lui indiquant où commence le champ de Bertrand, l'agriculteur, et où celui-ci s'arrête. Une opération qui n'a nécessité que quelques minutes. L'hélice se met en route. Plein pot. Le drone va suivre pendant une dizaine de minutes un vol entièrement automatisé. Ces capteurs lui permettent de reconnaître les zones où la terre est faible en azote. Une donnée essentielle pour Bertrand. Si le pourcentage est trop faible, alors son blé sera de moins bonne qualité à certains endroits. Et une production qui n'est pas homogène, c'est assurément de moins bons revenus. L'appareil va donc faire de la détection agronomique par les airs. Sans le drone, il faut effectuer des prélèvements à même la terre. Une façon de faire qui endommage le champ et demande un temps considérable. Avec un résultat qui sera de toute façon moins précis que celui offert par les capteurs de l'aile volante. Donc là, c'est les photos? C'est les photos, à intervalles réguliers. Donc là, à chaque schlick, en fait, on prend 4 photos, une par objectif. Mais la vitesse de ton drone, il faut qu'elle soit constante, parce que si tu vas plus ou moins vite, la vitesse va être, la photo va être différente. Oui. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention au vent, de manière à ce que le vent ne vienne pas freiner ni accélérer. Là, le vent est relativement faible aujourd'hui. On a un vent qui est inférieur à 5 mètres secondes. On peut voler jusqu'à un vent à 12-13 mètres secondes, où là, on commence à faire attention. Et là, le drone compense mieux. Ah ouais, ça me plaît de plus en plus, je vais vous dire. Une demi-heure de vol et la parcelle de 12 hectares a été photographiée dans tous les sens. La mesure est au centimètre près.
Après 3 semaines d'attente, Bertrand l'agriculteur vient de recevoir par mail un fichier contenant toutes les indications sur son champ. Donc là, j'importe les clés. Là, j'enfonce ma clé USB. Après, je fais importer. Importer, apport la parcelle. On ne pourra pas aller contre la technologie et on a besoin de la technologie. Les gens appréhendent parce que il y a certaines personnes qui nous disent oui, mais dans le temps on faisait comme ça, dans le temps on faisait comme ça. Oui, mais aujourd'hui on ne peut plus cultiver comme dans le temps. C'est parti pour une matinée d'épandage, le moment où l'on déverse l'engrais. Aujourd'hui, Bertrand travaille sur un champ de blé destiné à faire de la farine pour du pain. Pour répondre à ses obligations, son blé doit être riche en éléments nutritifs et sa production d'une homogénéité parfaite. Il a maintenant testé à plusieurs reprises la distribution automatique de son engrais avec les indications du drone. Il est aussi à l'aise que s'il utilisait le procédé depuis plusieurs années. Et c'est son tracteur qui libère tout seul l'azote nécessaire. De l'engrais déversé en quantité variable selon les besoins de chaque parcelle recensée. Vous voyez, là on arrive dans une partie où il va falloir un petit peu moins d'épandage d'engrais et là un petit peu plus d'épandage d'engrais. Vous voyez, la différence de sol, on la retrouve ici exactement. Le rouge, ça veut dire qu'on amène 156 kg et le orange, on va amener 125 kg. Vous voyez, là on arrive, elle va baisser. Alors là, on va arriver dans une partie homogène, vous voyez. Donc on reste à 125 kg hectare et on ne bouge plus. La conséquence d'une erreur d'épandage est préjudiciable en termes économiques. L'engrais coûte cher et lorsqu'il est mal dosé, la sanction est immédiate. Cette bande à la couleur jaune va représenter une véritable perte sèche pour Bertrand. Je pense que c'est l'avenir parce qu'aujourd'hui c'est pour les épandages d'engrais, mais demain ça peut être très bien pour le désherbage. Je pense que c'est un outil de décision qui va à l'avenir nous être très utile. La société qui a développé ces applications pour le monde agricole fait aujourd'hui 8000 vols à l'année. 5000 exploitations font confiance au relevé aérien et ce n'est pas terminé. Dans quelques années, l'objectif de cette entreprise française est d'équiper chaque agriculteur d'un drone. On n'a donc pas fini de voir ces avions miniatures sillonner le ciel. Le seul marché du drone dans l'agriculture est estimé à 40 milliards d'euros. Le drone devient essentiel pour de plus en plus de pans de notre société. Il nous dévoile un peu plus chaque jour ce que sera notre futur. Mais il est aussi là pour nous parler de notre passé. Et parfois pour nous révéler certains mystères. Des mystères, cette église en est remplie. La bâtisse de Saint-Nectaire est considérée comme l'une des plus belles de France. Mais elle a son lot d'incompréhensions et de fantasmes. Là aussi, le drone est un allié précieux quand il s'agit de décrypter l'histoire. À l'intérieur de cette église, les saints sont éclairés par les rayons du soleil le jour de leur fête. La lumière passe en effet par les fenêtres positionnées exactement là où le soleil se trouve certains jours de l'année. C'est un travail d'une précision absolue. Dans cette église, rien n'a été conçu au hasard pour arriver à un tel résultat. Oui, mais certains chapiteaux avec des saints restent dans l'ombre le jour de leur célébration. Le problème, semble-t-il, ce sont deux collines qui cachent les rayons du soleil à certains moments de l'année. L'utilisation d'un drone va permettre de résoudre cette énigme.
Donc ici aussi, on aura une possibilité de se positionner avec une belle vue. Je crois même qu'on va partir d'ici peut-être. Premier vol, on va le faire de là et on va tourner ensemble. Renato Saleri est chercheur en architecture. Il est aussi à l'origine d'un programme spécifique basé sur la modélisation des ouvrages historiques à partir des drones. Avec ses collaborateurs Violette et Sébastien, il va essayer de percer le mystère entourant l'église. Donc l'idée ici consisterait à obtenir un modèle géométrique en 3 dimensions complet de l'église pour simuler avec des moyens informatiques la course du soleil et valider l'hypothèse selon laquelle, eh bien, si les collines n'étaient pas là, les chapiteaux s'éclaireraient. Tu vas avoir des problèmes avec le contraste aussi. Voilà, on va avoir des problèmes de contraste effectivement avec les lumières très fortes. Donc pour faire le travail qu'on va faire, c'est vrai qu'on préfère même travailler les jours où c'est légèrement couvert, étant donné qu'on arrive à atténuer donc les phénomènes d'ombre portée comme on a ici et qui peuvent éventuellement rendre plus difficile la corrélation entre les images. L'église de Saint-Nectaire fait partie des 5 églises romanes d'Auvergne. Elle fut bâtie en 1146. Selon les documents retrouvés, sa construction dura 30 ans. Toute la journée, Renato et son équipe vont passer en revue toute l'église pour prendre des milliers de photos. Avec une modélisation parfaite de l'édifice, ils pourront sur ordinateur faire des simulations et peut-être résoudre l'énigme. Sur la droite, la même que tout à l'heure. Et bien de face aussi, comme ça on a bien la géométrie. Voilà. Pas de problème. Après plusieurs semaines, les résultats confirment l'hypothèse des spécialistes du sujet. Tous les seins, sans exception, s'illuminent si on supprime les collines. Seule explication plausible à présent, l'église a été bâtie sur un autre site où il n'y avait pas de collines. Elle aurait été déplacée. Le chercheur d'origine italienne est un des précurseurs du drone dans le milieu architectural. Depuis 15 ans, Renato n'a cessé de faire évoluer ses propres engins. De l'hélicoptère à plus de 15 kilos, au modèle du grand public aménagé, en passant par ses propres expérimentations et son nouveau défi, la miniaturisation à l'extrême. C'est aussi, je pense, l'intérêt de faire travailler plusieurs machines de manière concurrente, ensemble en fait. Donc des essaims de micro-drones, peut-être sous cette forme, peut-être sous d'autres formes, mais qui vont pouvoir effectuer véritablement un travail collaboratif entre eux. Et là où ça nous prenait pas loin d'1 heure de vol avec un drone comme ça pour prendre 300 photos, pourquoi ne pas imaginer 150 drones en l'air qui ne prennent que 1 ou 2 photos, mais de manière parfaitement instantanée pour avoir vraiment la capture d'un instant particulier. Des essaims d'objets volants comme des essaims d'abeilles. La miniaturisation à l'extrême. Des drones absolument partout dans la maison pour une surveillance des lieux. Des drones camouflés dans le décor et qui prennent même l'apparence d'oiseaux. Les robots volants du futur n'ont pas fini de nous surprendre. Et nous n'en sommes qu'au balbutiement. Quels aspects vont-ils avoir dans le futur? Quel avenir nous réserve-t-il? De quoi seront-ils capables dans les prochaines décennies? Dans 30 ans, il est probable que des millions de drones coloniseront le ciel, que certains nous transporteront, que d'autres seront capables de copier les performances les plus étonnantes de la nature. Tous ceux qui préconisent leur essoufflement ressemblent à s'y méprendre à ceux qui ne voyaient dans l'Internet qu'un phénomène de mode, il y a précisément 30 ans. Ce qui est certain, c'est que personne ne sait aujourd'hui où ces petits engins volants vont nous emmener.